Fils de Sophronisque, tailleur de pierre, et de Phénarète, sage-femme. Combien de temps ai-je dormi? Je ne saurais le dire. Ah, quel contraste entre le goût amer de la ciguë et le bonheur actuel de mon âme enfin libérée de la prison du corps. Il croyait en me condamnant me jeter dans le supplice éternel. Mais, du fond de ma tombe, je contemple la philosophia perennis représentée par ces milliers de citoyens du monde. Certes, le spectacle des événements du monde est hors de portée de ma vue. Mais l'âme de tout philosophe authentique est reflétée devant moi depuis mon départ de la cité d'Athènes. Aujourd'hui justement, j'ai eu l'heure de faire la rencontre d'un parmi ces citoyens, Alassane Kitane, professeur émérite à l'esprit alerte et à la plume généreuse. Professeur, bonsoir. Bonsoir Socrate. Au cours de la maïtique de ce soir, c'est de conscience et d'inconscient que nous allons débattre. Alors, professeur, pour commencer, une première question. Pensez-vous que l'existence d'un inconscient psychique rend caduques les idées de liberté et de responsabilité? Socrate, la liberté humaine est au cœur de la vie sociale et morale des hommes, mais également au cœur de la réflexion philosophique. Or, qu'est-ce que la liberté? Dans la vie sociale, nous pensons qu'être libre, c'est ne pas être soumis, c'est ne pas obéir à quelqu'un, c'est agir conformément à sa nature, ou bien en tout cas, conformément à sa volonté. Mais nous savons, nous tous, que dans la société, il y a des lois. Et qui dit loi, dit contrainte. Nous savons également, Socrate, que dans la vie, nous ne sommes pas seulement dans la société, nous sommes dans la nature. Et la nature est régie par un certain déterminisme. Je n'ai pas choisi mon teint noir, je l'ai hérité génétiquement de mes parents. Mais en plus de ce déterminisme naturel et de l'autre déterminisme qu'on pourrait appeler socio-historique, il y a un déterminisme psychique. Le déterminisme psychique, ça veut dire quoi? Socrate, ça veut dire que notre âme, dont nous sommes si fiers, cette âme qui est la source de la philosophie, de la science et de toutes les prouesses que l'homme a faites ou bien accomplies depuis la nuit des temps, n'est pas seulement constituée par la conscience, il y a dans cette âme-là un inconscient. Un mode de pensée totalement opposé au mode de pensée de la conscience. Et non seulement c'est opposé, mais ce mode de pensée qu'on appelle inconscient depuis Sigmund Freud, il est psychique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet inconscient-là détermine une large partie de notre vie mentale et il détermine une large partie de notre conscience. Les actes que nous croyons libres, Socrate, il se pourrait très bien qu'ils ne le soient nullement. Parce qu'en nous, il y a des mobiles qui échappent au contrôle de notre conscience, il y a des désirs qui échappent au contrôle de notre conscience. La conscience, déjà, avait expliqué Spinoza bien avant Freud. Elle est extrêmement lacunaire. Elle ressemble, nous dit Spinoza, à cette pierre à qui on aurait donné une impulsion tellement forte qu'elle roulerait sur la base de l'impulsion. Alors cette pierre, nous dit Spinoza, si elle était consciente, elle pourrait s'imaginer qu'elle est libre alors qu'elle ne l'est pas. Si je prends l'exemple des planètes qui gravitent autour du Soleil, si elles étaient conscientes, qu'est-ce qu'elles s'imagineraient? Elles s'imagineraient évidemment qu'elles gravitent autour du Soleil de façon libre. C'est à peu près la même chose pour nous autres humains, nous dit Spinoza. L'homme est conscient de ses désirs, mais il est inconscient des causes qui les produisent. Ces causes-là, maintenant, Spinoza les rattache à la nature. Mais Freud, lui, ces causes qui déterminent nos choix, nos pensées,
Bref, ces causes qui déterminent notre personnalité sont à l'intérieur de nous-mêmes, au fond de l'âme. Elles sont nichées dans un vaste océan psychique qu'on appelle inconscient. Sous ce rapport-là, nos actes ont un sens dans notre conscience, mais ce n'est pas leur vrai sens. Le vrai sens de nos actes échappe à notre conscience. Il est à chercher dans les profondeurs de l'inconscient. Mais alors, sous ce rapport, les actes que je crois libres ne le sont pas. Je suis déterminé de façon inconsciente et ma liberté n'est qu'une illusion au sens où je suis au service comme un esclave de désirs qui me contrôlent en me faisant croire que j'agis librement alors qu'en réalité c'est eux qui me poussent à agir dans un sens plutôt que l'autre. Or, la liberté c'est le libre arbitre. La faculté d'agir indépendamment de causes non seulement étrangères mais de causes intérieures. Le libre arbitre Socrate, c'est la faculté qu'aurait l'homme de faire un acte gratuit, c'est-à-dire un acte immotivé. Or, je viens de dire déterminisme psychique. Donc, s'il y a en nous un inconscient qui est psychique, des désirs inconscients qui nous déterminent, adieu au libre arbitre, adieu à l'acte gratuit. Pourquoi? Parce que tout simplement, ma conscience est liée à des désirs qui le meuvent et dont il ne peut pas se rendre compte. Les actes qu'il accomplirait et qu'il croyait être totalement libre auraient des racines profondément ancrées dans l'inconscient psychique. C'est ça le principe du déterminisme psychique. Donc la notion même de déterminisme est antagoniste avec celle de liberté. Qui dit liberté dit libre arbitre. Qui dit liberté dit capacité d'agir, de se mouvoir et de vouloir indépendamment des causes étrangères et des causes intérieures. Or, c'est ce que remet en cause le principe même du déterminisme psychique. Par conséquent, moi je suis un artiste. Par exemple, je peins des œuvres. Ces œuvres que je peins, mais l'inspiration, d'où est-ce qu'elle me vient? C'est moi-même. Je les peins de façon totalement libre, selon moi. Mais qu'est-ce que me dira Freud? Qu'est-ce que me dira le psychanalyste? Il me dira non. En réalité, dans ton œuvre d'art, tu ne fais que sublimer des désirs refoulés, des désirs inconscients. Par conséquent, le sens que moi je donne à cette œuvre-là n'est pas sa vraie signification. Donc la confection, tout le processus de la confection et même une partie de mon génie sont largement déterminés donc par mon inconscient. Ce n'est pas un acte libre. Deuxième exemple, Socrate, je suis penseur, je suis philosophe, j'écris des livres. Et je pense que les livres que j'écris sur ma vie sociale, sur la destinée humaine, sur la nature humaine, je pense que ces livres-là sont pensés de façon totalement autonome. Freud me répondra, là également tu as tort. En réalité, la façon dont tu perçois le monde est largement tributaire de ton inconscient, dont la formation a commencé depuis la petite enfance. Par conséquent, sous ce rapport Socrate, l'existence d'un inconscient psychique semble détruire, anéantir le principe de la liberté. Professeur, vous permettez que je rebondisse un peu? Bien sûr. Quand vous parlez d'un certain déterminisme psychique, vous avancez l'argument du désir. Est-ce à dire que le désir humain n'est pas maîtrisé par le moi conscient? Autrement dit, j'ai envie de demander, le désir, il vient quand il veut ou quand nous voulons? Ah, Socrate. D'abord, le moi lui-même, comment il est constitué? Le moi lui-même, il est constitué comme étant un résidu de plusieurs facteurs. Il y a d'une partie l'inconscient pur et dur, d'autre part il y a le surmoi, et en face il y a la réalité extérieure. En fin de compte, le moi n'est rien d'autre que l'intersection ou bien le médiateur entre ces trois tendances. Par conséquent, sa constitution même fait que le moi ne peut pas décider des désirs. Le désir, il apparaît quand il veut. J'aurais bien voulu ne pas avoir de désir, ça ne sera jamais le cas. Les désirs sont naturels, ils s'expriment sans demander la permission. Mais maintenant, ce n'est qu'après l'expression ou bien le ressenti d'un désir que mon surmoi est consulté
et que la réalité extérieure se rappelle à moi. Donc sous ce rapport-là, je ne contrôle pas mon désir, c'est l'inverse, c'est mon désir qui me contrôle. Mais alors, est-ce à dire que l'homme n'est pas du tout libre? Ah, cet argument, Socrate, il est lourd, il est dangereux. Parce que si l'homme n'est pas libre, mais comment expliquer l'éducation? Le principe même de l'éducation, c'est quoi? Mon fils ne fait pas ça, fais ceci. Mon fils apprend ceci, évite cela. Mais ça suppose quoi? Ça suppose que mon fils ait une liberté d'assimiler ce que je lui dis ou bien de ne pas l'assimiler. Sans liberté, aucune éducation n'a de sens. Le principe même de l'éducation se fonde sur la liberté. Mais il y a mieux, Socrate. Si l'homme n'est pas libre, tous ses actes sont excusables. Il n'est par conséquent pas responsable. Or, si nous ne sommes pas responsables, que font ici les prisons? Pourquoi nous sommes jugés? Pourquoi nous sommes condamnés? Pourquoi nous sommes évalués et appréciés? Pourquoi des sanctions positives et des sanctions négatives? La notion même de sanction, qu'elle soit positive ou négative, repose sur le principe de la liberté et de la responsabilité. Or, sans liberté, il n'y a pas de responsabilité. Responsabilité. Celui qui est responsable, il agit pour des raisons qu'il sait et qu'il approuve. Donc, si j'agis pour des raisons que je ne connais pas, je ne suis pas responsable. Or, c'est ça le principe du déterminisme. Donc voilà pourquoi notre vie sociale, notre organisation sociale, mais également notre dignité a besoin de liberté. Si nous perdons la liberté, il n'y a aucune différence entre nous et la pomme qui tombe sur terre. Il n'y a aucune différence entre nous et les animaux. Et nous savons tous qu'il y a certains désirs qui se manifestent en nous, mais que nous essayons de contrôler et parfois même d'y surseoir. Voilà pourquoi la notion d'inconscient, et notamment l'inconscient psychique, ne veut pas dire forcément que l'homme n'est pas libre. Et ça pour deux raisons. D'abord, on peut parfaitement récuser la notion d'inconscient psychique, comme Alain, comme Jean-Paul Sartre et comme beaucoup d'autres philosophes. La notion d'inconscient chez ces philosophes, notamment Sartre et Bergson, elle est totalement compatible avec la notion de responsabilité. Chez Bergson, la définition même qu'il a de la conscience, en réalité, a pour finalité de rattraper ou bien de sauver la liberté. La conscience est intérêt, la conscience est choix, la conscience est sélection. Ce dont je suis conscient, c'est ce dont je m'intéresse ou bien ce à quoi je m'intéresse. Ce dont je suis conscient, c'est ce que j'ai choisi. Sous ce rapport précis, ce dont je suis inconscient, c'est ce dont je me désintéresse. Or, ce dont je me désintéresse, mais j'ai décidé de m'en désintéresser. Donc, qui en est responsable? C'est bien moi-même. Alors, sous ce rapport, l'homme n'est pas seulement responsable de sa conscience ou bien de ce dont il est conscient, il est également responsable de ce dont il est inconscient. Chez Sartre, Sartre ne peut pas accepter le principe d'un déterminisme psychique. Parce que Sartre définit l'homme comme liberté. L'homme est projet, la conscience est projet. Les choses ne sont que des en soi. Elles n'ont pas de signification en elles-mêmes. C'est en fonction de l'homme, en tant qu'il se projette, se jeter dehors, c'est-à-dire en tant qu'il a des intentions, des buts, des pensées, des objectifs, des vouloirs, que les choses acquièrent un sens. Alors, sous ce rapport, il n'y a pas d'inconscient qui puisse déterminer l'homme. Il y a possibilité d'inconscience. Or, c'est quoi l'inconscience chez Jean-Paul Sartre? L'inconscience est en quelque sorte l'expression de la grande liberté de l'homme. L'homme est tellement libre, nous dit Sartre, qu'il lui arrive dans certaines situations de vouloir voiler sa liberté et sa responsabilité parce qu'il ne peut pas la supporter. Ça veut dire quoi? Si la conscience est projet, qu'est-ce qui fait que parfois j'ai peur et je tombe en syncope, je m'évanouis, cas d'inconscience? Qu'est-ce qui fait que j'ai une joie tellement immense, par exemple quand le Sénégal gagne la Coupe du Monde ou bien quand le Sénégal gagne la Coupe d'Afrique, je suis tellement content que je m'évanouis. Dans les deux cas, c'est un projet de néantisation d'une situation par la néantisation de la conscience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ceci.
en salle d'examen plutôt. Il est 7h50, le président du jury ou bien le surveillant entre dans la classe, distribue les épreuves. Au moment où il déchire la feuille, j'ai tellement peur que je m'évanouis. Alors, Sartre dit que cet élève-là, il est de mauvaise foi. Pourquoi? Pourquoi il s'évanouit? Il s'évanouit parce qu'il est l'abri, le théâtre lui-même, d'une tension tellement forte que ne pouvant plus la supporter, il décide de supprimer sa conscience pour ne plus avoir à faire face au danger qu'il a lui-même pourtant créé. Sartre dit que c'est la néantisation du danger par la néantisation de la conscience. Autrement dit, il y a le danger d'affronter le bac, ou bien pour quelqu'un d'autre d'affronter un lion. Mais le danger, ça vient d'où? De mes raciocinations, ça vient de mes projets, ça vient de mes pensées, ça vient de ce que j'imagine. C'est tout ceci qui fait que la situation va devenir tellement intenable que ne pouvant pas la supporter, je décide de m'évanouir. Et ça te dit que ça, c'est une solution magique. À côté de la solution magique, il y a la solution technique. La solution technique, c'est d'affronter la réalité et de faire ce que l'on veut, ou bien ce que l'on peut. Parce que dans tous les cas, quoi qu'il arrive, c'est moi qui en suis responsable, c'est moi qui en serai responsable. Mais la plupart du temps, dans ces cas de figure, c'est parce qu'on ne veut pas faire face à sa responsabilité qu'on décide de se supprimer en tant que conscience, donc c'est la mauvaise foi. Alors sous ce rapport-là, personne ne peut dire ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que j'étais dans une situation impossible à tenir. Non, la situation impossible à tenir, elle est construite. La preuve Socrate. C'est simple. Monsieur X commet un crime. On l'appelle crime passionnel. Il a un avocat féroce, puissant, très fort en rhétorique. Il va le tirer d'affaire. Qu'est-ce qu'on dit? C'est une circonstance atténuante. Ça veut dire quoi? Le monsieur, meurtrier, assassin, a surpris sa femme avec un homme et il tue l'homme. Pourquoi il tue l'homme? Parce qu'il est en colère, parce qu'il a un dépit amoureux, parce qu'il est frustré. On dira, il l'a fait par amour. Mais ça, c'est trop facile. C'est excuser quelqu'un qui a décidé d'être en colère, parce que la colère, ce n'est pas quelque chose qui me tombe du ciel. La colère, elle est construite. La preuve. Monsieur Socrate, Euthyphron vous tire les oreilles. C'est votre ami. Ça ne vous fait rien. Mais un étranger vient vous tirer les oreilles, vous êtes en colère. Qu'est-ce qui fait la différence? En réalité, celui qui est en colère, il avait le projet d'être en colère. Donc la colère, elle est visée, elle est intentionnelle, pour parler comme Husserl. Alors, sous ce rapport précis, le monsieur qui a surpris sa femme avec un autre homme pouvait parfaitement adopter une posture immorale, consistant à dire, voilà, je suis échangiste. Il y a des gens qui sont échangistes. Il pouvait tout simplement dire, bon, faites ce que vous voulez, dans tous les cas, madame, toi et moi, c'est fini, c'est terminé. Il y a différentes possibilités, il y a différents choix qu'il aurait pu faire et qu'il n'a pas fait. Mais alors, s'il le fait, pourquoi devrait-on l'en excuser? Alors que c'est lui-même qui s'est mis dans cet état de passion. Aucune passion ne vient du ciel, aucune passion ne nous échappe. La passion est un projet, parce que la passion est une attitude face au monde. La passion est une façon d'être dans une situation. Par conséquent, je ne peux pas m'excuser à cause de la situation. Donc, sous ce rapport-là, le fait qu'il y ait inconscience ne remet pas en cause ma liberté. C'est au contraire ma liberté qui me donne cette possibilité d'être dans l'inconscient. C'est un choix. Mais ça, Socrate, c'est pour ceux qui réfutent la notion d'inconscient psychique. Mais il y a une deuxième possibilité. Même au cas où l'inconscient psychique existerait, alors, mais est-ce que ce n'est pas la meilleure façon de sauver la liberté humaine? C'est un peu paradoxal de dire ça. Je l'avoue. Mais c'est parce que la connaissance a toujours été le moyen par lequel l'homme conquiert sa liberté. L'homme ne peut pas voler,
mais il connaît les lois de la nature. Il a créé l'avion pour voler. La connaissance qu'il a de la nature lui permet d'en être comme maître et possesseur et par conséquent d'arracher sa liberté. Idem, même chose pour l'histoire que nous subissons. La compréhension de l'histoire qu'on vient de théoriser, deux de vos disciples, en l'occurrence Karl Marx et Hegel, la connaissance des lois de l'histoire permet à l'homme de ne plus subir l'histoire, mais de la contrôler. Mais alors, appliquons le même principe. La connaissance de notre psyché, la connaissance de notre inconscient, le fait de savoir que nous avons des désirs et que nous refoulons, ça nous permet de modérer peut-être le système de refoulement, ça nous permet d'être plus modestes, ça nous permet de ne plus nous comporter comme des anges ni comme des bêtes, d'avoir un juste milieu, de savoir que nous ne sommes que des hommes. Par cette connaissance-là, nous savons les désirs qui sont compatibles avec notre environnement social, nous savons les désirs que nous pouvons réaliser sans pour autant heurter la morale, nous savons les désirs que nous pouvons réaliser sans pour autant mettre en péril la liberté d'autrui. Dans tous ces trois cas de figure, c'est la connaissance de nous-mêmes, c'est la connaissance de notre inconscient qui nous sauve. Parce que nous ne le sachant pas, alors nous sommes déterminés à notre insu. Mais dès que nous le savons, ce n'est plus à notre insu, donc nous en sommes conscients. Et parce que nous en sommes conscients, nous pouvons donc y apporter une solution Socrate. Professeur, j'ai envie de vous opposer une objection. Quand vous estimez que la connaissance de l'inconscient est libératrice, mais est-ce que vous n'oubliez pas que la connaissance de l'inconscient n'est pas à portée de main, n'est pas une affaire donnée à tout le monde? Autrement dit, tout à fait. Celui qui n'est pas allé à l'école, qui est carrément étranger à ce domaine de l'inconscient, ne pourrait-il pas dire alors qu'il est excusé parce qu'il n'a pas une connaissance? Pertinente question comme toujours, Socrate, vous êtes le mathématicien en chef. Mais je vous répondrai de façon simple. De la même manière que la connaissance de la nature n'est pas à la portée de tout le monde, et pourtant ça ne nous empêche pas d'utiliser les moyens que les sciences ont mis à notre disposition pour réaliser notre liberté. De cette même manière, la connaissance que c'est les psychologues, les psychanalystes, les psychothérapeutes, tous ces gens-là, la connaissance scientifique qu'ils ont de l'inconscient psychique devient culturelle. Et si ça devient culturel, il est partagé. Il est partagé par tous les hommes. On le trouve au cinéma, on le trouve au théâtre, on le trouve dans la littérature. Par conséquent, ça permet à tout être humain qui sait lire. S'il ne sait pas lire, il sait regarder la télévision. S'il ne sait pas regarder la télévision, il sait écouter la radio. Donc ça devient une connaissance culturelle qui est par conséquent partagée. De la même manière qu'on va utiliser la lumière, l'avion, la voiture, alors même que ce n'est pas nous qui l'avons fabriqué, alors nous allons utiliser les résultats de la psychanalyse dans les différents domaines de la vie sociale, de la vie politique, et notamment de la vie politique. Parce que la façon dont certaines lois ont été forgées, ça permet au moins à l'homme d'être pris en charge parce qu'on sait que l'homme n'est pas totalement ce qu'il pense, il est également ce qu'il ne pense pas. Ou bien, il est à la fois pensée consciente et pensée inconsciente. Ça, les juges le savent. Les éducateurs le savent. Les religieux eux-mêmes, ils le savent. Et c'est parce qu'ils le savent maintenant que justement l'homme conquiert sa liberté en héritant ce savoir-là des religieux, des scientifiques, des éducateurs et de tout le monde. Donc ça devient un phénomène culturel, par conséquent, ça sauve la liberté humaine. Merci professeur pour ce brillant argumentaire. Nous passons maintenant à une deuxième question sans transition et sans contact avec la première. Professeur, dites-nous, dans quelle mesure il est exact de dire que l'acte manqué est un discours réussi? C'est vrai. C'est à peu près une forme d'oxymore. Parce qu'un acte manqué, littéralement, ça signifie qu'il n'a pas atteint sa cible. Mais effectivement, c'est un acte manqué. Parce qu'il est refoulé. Tout acte manqué provient d'un refoulement. Or, ce qu'est le refoulement, c'est lorsque un désir se manifeste en moi, je le compare avec mes tendances morales et esthétiques, ce que Sigmund Freud appelle le surmoi,
et qu'il y ait contradiction entre ce désir-là et mes références ou bien mes tendances morales et esthétiques. La réalité extérieure, parfois également, peut m'opposer un niet. Alors je refoule. Ça veut dire non seulement je vais le censurer, mais je vais faire l'effort même de ne pas le ressentir. Je vais même faire comme si je n'avais pas ce désir, je vais me le cacher tout en le cachant aux autres. C'est ça le principe de refoulement. Mais alors, Socrate, les désirs sont têtus. Les désirs sont comme des enfants têtus. Imaginez un enfant têtu qui fait du bruit dans la maison et qu'on isole dans une chambre contiguë. Il ne restera pas tranquille. Il sera là-bas à faire du bruit, à faire tellement de bruit que nous serons obligés d'ouvrir la porte pour savoir ce qu'il y a. C'est exactement ce que font les désirs. Quand un désir se manifeste et que le comparant à notre surmoi, nous le refoulons, le désir devient plus puissant. À un moment déterminé, il y a une lutte entre ce désir qui devient plus puissant et le surmoi que nous allons augmenter. Parce que plus le surmoi, plus le désir est fort, davantage nous avons l'obligation d'augmenter le surmoi. Et ça peut avoir même parfois des conséquences désastreuses comme la psychose ou bien comme la névrose. Mais ce désir-là, qu'est-ce qu'il fait? Il va usurper le langage. Il va usurper le langage ou bien même notre comportement pour se manifester à travers notre corps, à travers nos actions, mais surtout la plupart du temps à travers notre langage. Ça veut dire quoi? C'est un acte qui n'a pas été satisfait parce qu'il est refoulé. Mais il va trouver un moyen détourné de se faire satisfaire. Donc sous ce rapport-là, il n'a pas réussi directement, mais il a réussi indirectement. C'est le cas des lapsus. Tout lapsus en réalité traduit une vérité intérieure qu'on refoule. La plupart du temps d'ailleurs, quand on change le nom d'une personne, il y a une raison psychique. Quand je dis j'ai rencontré Socrate, alors que je voulais dire j'ai rencontré Cratyle, mais c'est parce qu'au fond de moi-même, la personne que j'aurais aimé rencontrer, ce n'est pas Socrate, c'est Cratyle. Je suis devant Socrate, mais je l'appelle Socrate, parce qu'en réalité, mon désir le plus ardent, c'était de rencontrer aujourd'hui Cratyle. Donc sous ce rapport-là, le désir ressemble à un homme qui a été refoulé dans une instance et qui va se déguiser. Il va se déguiser, venir sous une autre forme d'apparence et entrer dans la salle de laquelle il a été refoulé. Donc il a réussi, parce qu'il y a satisfaction. Pourquoi il y a satisfaction? Un désir, dès qu'il s'exprime, on l'appelle plaisir. Le plaisir, c'est la satisfaction d'un désir. Donc l'essentiel, ce n'est pas la forme. Peu importe pour les désirs. Ce qui importe, c'est le résultat. Donc il est manqué, parce que dans sa forme brute, sa forme première, le désir n'a pas été accepté. Mais il a réussi parce qu'il a trouvé un moyen détourné pour se faire accepter et se réaliser. Professeur, si je vous comprends bien, donc on peut penser que le désir, ce n'est pas parce qu'il est anéanti qu'il meurt, même refoulé, il continue à vivre comme un clandestin et guette des occasions pour revenir en surface. Absolument. La preuve de ce que vous dites, Socrate, c'est que nous rêvons. En plus de tous ces actes manqués-là, lapsus calami, lapsus lingae, la névrose, la psychose, toutes ces manifestations-là ont un sens. Notre vie psychique, nous dit Freud, est tellement complexe qu'il nous arrive nous tous de dire le soir « Ah, la vie n'est pas facile ». Pourquoi nous disons « la vie n'est pas facile » ? Effectivement, elle n'est pas facile. Parce qu'il nous faut prendre en charge quand même ces désirs-là. Nous sommes des êtres humains, c'est vrai, mais nous avons une partie animale. Nous avons un sac qui est là, qui est têtu, avec sa force de frappe, avec ses pressions qui sont aveugles. Alors, mais nous sommes également obligés de prendre en compte nos valeurs morales et esthétiques. Parce que sinon, la société ne nous accepte pas. Or, nous avons tous le désir d'être reconnus. Nous avons tous l'obligation à la sociabilité. Donc, sous ce rapport-là, on est partagé. Mais alors, ces désirs, quand nous les refoulons, ils vont trouver une nouvelle vie. Comment ils vont trouver une nouvelle vie? Je l'ai dit tantôt, par exemple, certains désirs passent par le rêve. Le rêve n'est qu'un compromis, c'est un arrangement. Pourquoi c'est un arrangement? Parce que les désirs vont se manifester de façon masquée, sous forme de symboles. Et dès que ce rêve-là est fait,
une partie de l'angoisse qui était en moi, une partie de la tension psychologique qui était en moi va disparaître. À côté de ça maintenant, vous l'avez dit, il y a la sublimation, il y a la projection, il y a la compensation. L'homme est extrêmement ingénieux, il est créatif, il ne renonce jamais. Quand un désir se manifeste et qu'il ne peut pas se manifester dans sa forme brutale et naturelle, l'homme trouve un moyen de le dénaturer, de l'embellir et de lui trouver une satisfaction, mais une satisfaction qui va être socialement acceptée et acceptable. Maintenant, il y aura toujours en nous une infinité de désirs que nous ne pouvons ni sublimer, ni satisfaire. Ces désirs-là sont en nous et bouillonnent. Et c'est ce qui fait que personne d'entre nous, Socrate, je dis bien personne, n'a droit d'être hautain. Nous devons tous être humbles. Et même dans le jugement que nous faisons aux autres, il est parfaitement possible que l'on finisse par tomber dans les travers pour lesquels nous sanctionnons ou bien nous jugeons les autres. Ça veut dire quoi? Que dans les profondeurs de notre inconscient dorment des désirs extrêmement violents, ou bien en tout cas des désirs qui sont scrabeux. Et ces désirs-là, vous l'avez dit, Socrate, ils ne guettent que le moment propice pour se manifester. Combien de fois des personnes qu'on prenait pour des saints, ou bien oui, pour des saints, ont fini tout simplement par révéler toute la cruauté qu'il y avait en eux. C'est parce que l'occasion, ou bien la malchance, a tourné et ils n'ont pas pu résoudre un conflit qui sommeillait en eux depuis bien longtemps. Donc sous ce rapport-là, nous tous, nous devons être humbles, nous devons faire preuve de modestie. Merci beaucoup, professeur. Nous avons appris dans votre réponse que par l'acte manqué, nous assistons à la satisfaction symbolique d'un désir, mais qu'en même temps, le refoulé n'anéantit pas le désir. Cela nous permet de passer à une troisième question, professeur. Le refoulement, doit-on le voir comme une solution définitive ou comme simplement un recours provisoire? Parfaitement, Socrate. Aucun refoulement n'est une solution définitive. Je l'ai dit tantôt. Nous essayons nous-mêmes de tricher en réalité. Parce que refouler, c'est en fin de compte de tricher. Un désir se manifeste, il est nôtre. C'est notre désir, ça fait partie de nous. Alors quand nous le refoulons, c'est parce que nous le comparons, je l'ai dit tantôt, à nos tendances morales et esthétiques, à nos valeurs morales. Quand nous le refoulons, c'est parce que nous savons que ce désir-là, si nous le satisfaisons et que nous continuons à satisfaire de tels désirs, ce qui va se passer, c'est la destruction de notre personnalité. Donc, il nous faut trouver un moyen de l'endormir, il faut trouver un moyen, en tout cas, de surseoir à sa satisfaction. Mais ça, ce n'est qu'une solution provisoire. Aucun refoulement n'est définitif. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ça nous poursuit parce que tout simplement, ce désir qui est refoulé, encore une fois, il y a une multitude de solutions par lesquelles il peut passer pour se manifester. Il n'attendra encore une fois que le moment propice, ou bien la situation la moins scrabreuse, la situation la moins honteuse pour se manifester. Mais le refoulement n'anéantit jamais totalement un désir, quelle que soit la force psychique avec laquelle nous le faisons. Professeur, d'après tout ce qui a été dit sur l'inconscient, peut-on alors penser que nous sommes conscients de ce que nous avons conscience d'être? Autrement dit, nous sommes ce que nous avons conscience d'être. Ah oui! Question redoutable, Socrate. Très, très, très redoutable. Combien de fois des gens se sont pris pour l'ami de Dieu? Alors que même Satan n'a pas besoin de leur amitié. Il y a un hiatus, il y a une frontière entre ce que nous croyons ou bien ce que nous pensons être et ce que nous sommes réellement. Vous avez parfaitement raison. Il y a un décalage. Mais la question peut se comprendre dans deux sens. Soit c'est notre pensée qui déborde notre être, soit c'est notre être qui déborde notre pensée. Et dans les deux cas, il y a décalage. Notre pensée déborde notre être, c'est la prétention, c'est l'ignorance. Un prétentieux, c'est qui? C'est quelqu'un qui croit être ce qu'il n'est pas. Quelqu'un qui croit avoir des dispositions et des qualités qu'il n'a pas du tout. C'est ça le prétentieux. L'ignorance également. Donc, dans ma langue, enfin, dans la langue qui est parlée au Sénégal majoritairement, on dit « diw xamul boppam ». Xamul boppam.
Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc il se projette dans un idéal qui est totalement différent de ce qu'il est. Donc sous ce rapport précis, il est possible de dire qu'il y a un décalage entre ce que nous pensons et ce que nous sommes réellement. Parce que notre pensée nous trompe, notre conscience nous trompe. Mais à l'inverse également, il est parfaitement possible, Socrate, qu'il y ait un débordement de notre pensée par notre être. On dira, oh, Miss Sénégal, elle est tellement belle, mais xamul bopam. Ça veut dire quoi? Trop d'humilité, trop de modestie me cache mes qualités. Dans les deux cas donc, il y a un déphasage entre la pensée et l'être. Dans le premier cas, c'est la pensée qui déborde, c'est l'exagération, c'est la prétention. Dans le second cas, c'est quoi? C'est la sous-estimation de soi, c'est la mésestime de soi. Donc dans les deux cas, il y a déphasage. Ok. Quand la pensée déborde l'être, l'homme entre dans la notion d'illusion. Quelqu'un qui a l'illusion d'être beau, on dira tout ce que l'on veut, on lui montrera toutes ses photos, tous ses défauts, il ne les verra pas. C'est ça le principe de l'illusion. L'illusion est un piège dans lequel nous tombons, et une fois qu'on y tombe, on ne sait même plus qu'on est dans l'illusion, on confond illusion et réalité. Et c'est ça, en général, Socrate, ce qui nous arrive lorsque nous disons qu'il y a un déterminisme socio-économique de la conscience. La conscience ne se connaît pas. Ce qu'elle croit être, elle ne l'est pas. Je prends l'exemple d'un individu qui appartient à la classe bourgeoise. Mais forcément, il a des idées bourgeoises, cet individu-là. Il a des valeurs bourgeoises. Il a une conscience totalement bourgeoise. Et parce qu'il a une conscience bourgeoise, voilà deux choses qui lui échappent. C'est son être profond et la réalité dans laquelle il baigne. La perception, la lecture qu'il aura de la réalité et de sa propre réalité seront tributaires de sa position sociale. Pourquoi? Parce qu'il a des intérêts économiques qui le poussent à penser d'une certaine façon, mais il ne voit pas ses intérêts économiques. Donc sous ce rapport-là, il est déterminé, comme le dit Karl Marx, ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur milieu, c'est au contraire leur milieu social qui détermine leur conscience. Donc il ne faut pas croire la conscience d'après ce qu'elle dit elle-même, d'après ce qu'elle dit d'elle-même. Donc sous ce rapport-là, effectivement, il y a un hiatus entre ce que je crois être et ce que je suis. C'est la même chose également pour le principe du déterminisme psychique dont nous parlions tout à l'heure. S'il y a déterminisme psychique, l'homme ne se connaît pas, la conscience ne se connaît pas. Encore, même chose pour Spinoza. Pour Spinoza, qui n'est même pas donc un philosophe du soupçon. Il est bien avant les philosophes du soupçon. Mais pour Spinoza, l'homme croit être libre alors qu'en réalité, il est déterminé par des lois de la nature. Spinoza a dit une chose terrible. Si on pouvait connaître toutes les lois de la nature de façon exhaustive, on pourrait prévoir tous les événements de la vie de Socrate. Tout ce qui arrive à Socrate, on pourrait le déterminer avec précision. Donc sous ce rapport-là, l'homme ne se connaît pas. Mais attention, suis-ce que j'ai conscience d'être? Ça peut se comprendre maintenant dans une dimension totalement inversée. Ça veut dire ceci. Revenons à la conception de la conscience chez Sartre, chez Husserl, chez Bergson. Husserl dit la conscience, elle est intentionnelle. Ah, dans ce cas, si je suis triste, c'est parce que j'ai la conscience d'être triste. La tristesse, en réalité, elle est intentionnelle. Personne n'est triste malgré lui. La preuve, moi j'ai vu un grand acteur américain qui a décidé de pleurer en direct à la télévision. Et il l'a fait, avec des larmes qui sortent. Et ça, tout le monde peut le faire. Nous tous, il nous est possible de mimer la tristesse jusqu'à devenir triste. Et même dans les cas réels, soit à l'occasion d'un décès d'un proche, pourquoi nous sommes tristes? Parce qu'on se met à dire, ce proche-là, il est parti, j'ai perdu un être cher. Toutes ces considérations-là vont me mettre dans l'état d'âme dans lequel je suis. Alors, on pourra dire quoi? Les états de la conscience sont des consciences d'état.
Je suis triste parce que j'ai la conscience d'être triste. Je suis en colère parce que j'ai la conscience d'être en colère. Sartre a dit que lorsque des élèves disent « Nous nous sommes révoltés contre le professeur parce qu'il était devenu insupportable », Sartre dit non. Non, c'est parce que vous aviez le projet de vous libérer, de vous révolter plutôt, que le professeur vous est paru insupportable. Donc la colère, la jalousie, la haine, la passion, la tristesse, rien de tout ceci ne se passe sans nous. Ce sont des états d'âme. C'est la conscience qui se dirige vers la tristesse et qui devient triste. C'est la conscience qui se dirige vers la colère et qui devient, qui tombe en colère, qui est en colère. C'est la conscience en réalité qui construit la peur. Combien de fois quelqu'un s'est levé la nuit? Il sort, il voit un chat, ou bien une souris, et il a peur. Je connais des gens qui, lorsqu'ils voient un margouillat, ils tremblent. Qu'est-ce qu'un margouillat peut faire contre un être humain? Donc, c'est pour vous dire que la peur, elle ne vient pas du dehors. C'est un processus de la conscience. Par conséquent, sous ce rapport-là, on peut parfaitement dire que je suis ce que j'ai conscience d'être. Parce que mon être, ma situation, c'est le résultat de ma conscience. Mon état d'âme est construit par ma conscience. On peut même aller plus loin. Je suis ce que j'ai conscience d'être, ça veut dire quoi? Si je n'ai pas de conscience, mais qu'est-ce qui me prouverait que j'existe? Qu'est-ce qui me prouverait que je suis noir? Qu'est-ce qui me prouverait que je suis sérère? Qu'est-ce qui me prouverait que je suis sénégalais? Donc, sans ma conscience, aucune réalité n'existe. Sans ma conscience, rien n'est vrai. Sans ma conscience, il n'y a pas de valeur. Donc, sous ce rapport-là, on peut dire effectivement que je suis ce que j'ai la conscience d'être. Professeur, de votre réponse, je retiens une idée principale. La connaissance de soi est une nécessité parce que utile, mais elle n'est pas forcément chose aisée. Du tout. Dans la mesure où il y a des personnes qui se surestiment, ce qu'on pourrait appeler des surconfiants, et d'autres qui se sous-estiment. Dans les deux cas, ce sont des défauts. Absolument. Une question provocatrice. Dites-moi, s'il fallait choisir entre l'un de ces défauts-là, lequel vous paraît plus supportable socialement? Celui qui se surestime ou celui qui se sous-estime? J'aurais personnellement choisi le juste milieu. De ne ni se surestimer, ni se sous-estimer. Mais s'il n'était pas possible d'avoir un juste milieu, évidemment, j'aurais choisi de me sous-estimer. Merci beaucoup, professeur. Voici déjà arrivé l'heure de rompre la séance de maïeutique. Je souhaite à vos apprenants la qualité des vaches, la capacité à ruminer et à digérer. Bonsoir pour une autre séance de maïeutique. Bonsoir Socrate, merci. Je m'appelle Socrate, fils de Sophronisque, tailleur de pierre, et de Phénarète, sage-femme. Combien de temps ai-je dormi? Je ne saurais le dire. Ah, quel contraste entre le goût amer de la ciguë et le bonheur actuel de mon âme enfin libérée de la prison du corps. Il croyait en me condamnant me jeter dans le supplice éternel. Mais, du fond de ma tombe, je contemple la Philosophia Perennis, représentée par ces milliers de citoyens du monde. Certes, le spectacle des événements du monde est hors de portée de ma vue, mais l'âme de tout philosophe authentique est reflétée devant moi depuis mon départ de la cité d'Athènes. Aujourd'hui justement, j'ai eu l'heure de faire la rencontre d'un parmi ces citoyens, Alassane Kitane, professeur émérite à l'esprit alerte et à la plume généreuse.